Donc, je vous présente notre premier intervenant de cet après-midi, donc Jérémy Komba-Gilles, qui est designer et facilitateur au sein de la transformation secteur public au KPMG. Il a travaillé 6 ans chez Node.A, puis CI Experience, notamment sur un projet avec l'APEC pour explorer les futurs du travail horizon 2023. Donc, ça va faire écho avec ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Donc, il va présenter comment on débloque la créativité en entreprise, notamment en agissant sur les freins culturels, organisationnels et humains. Donc voilà, je vous laisse vous l'applaudir. Bonjour à tous. Il y a toujours un problème technique, c'est ce qui fait le feu de chacune des conférences qu'on peut passer. C'est pas grave. Et ben voilà. Eh ben, bonjour, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. J'ai déjà eu l'occasion de participer plusieurs fois en tant que participant au The Event et je suis content d'avoir aujourd'hui cette grande responsabilité de vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, que je vais essayer de vous partager en 20 minutes. Donc c'est un petit défi pour moi. Mais avant, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Jérémy Komba-Gilles, je suis designer facilitateur, donc comme ça a été très bien dit, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler à la fois avec des entreprises du secteur privé ou du secteur public. En ce moment, du coup, je suis chez KPMG dans l'équipe secteur public, donc maintenant je ne vois que du public. Et c'est l'occasion aussi pour moi de partager 3 de mes grandes passions, j'ai envie de dire, l'intelligence collective. J'ai eu l'occasion de cheminer autour de cette belle discipline au travers de différents projets et de développer pas mal de réflexions autour du design fiction, notamment du design systémique, puisque finalement, lorsqu'on parle du futur, il se pose toujours plein de questions et on parle de complexité, et on parle de plein de choses extrêmement intéressantes. Mais aujourd'hui, on va parler d'un aspect assez important et Tom Cruise a été ma source d'inspiration, car je vais avoir besoin de vous cet après-midi. J'ai pas de musique malheureusement, mais vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est qu'on puisse parler un peu de ces freins, parce que je suppose que vous êtes tous dans une organisation, vous travaillez tous, donc forcément, lorsqu'on parle de freins à la créativité, c'est quelque chose qui vous parle à tous. Donc, l'idée, ça va être de vous faire participer. Alors, quand je vais mettre mon plein écran, vous allez voir, c'est encore plus clair. Mais avant tout, je voudrais m'assurer que le repas qui était excellent n'ait pas eu un effet sur votre concentration. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Ça va être très court et je sens que vous allez être ultra motivé pour cet exercice. Ça va être génial. Je vais vous proposer un petit exercice que vous pouvez utiliser chez vous quand vous démarrez un temps descendant au début d'après-midi et que les gens ont bien mangé. Ça s'appelle un jeu qui s'appelle Action. Je vais vous donner des chiffres comme ça. En fonction du chiffre, vous allez réaliser l'action qui est écrite juste ici. Si je vous dis 1, vous vous levez, vous tournez sur vous-même, vous asseyez. Ça va. Si je vous dis 2, vous dites clarinette. Normalement, ça va, tout le monde saura le dire, ce sera super. Si je vous dis 3, vous vous couvrez les yeux pendant 3 secondes. C'est un travail un peu de proprioception, on va voir si vous arrivez à faire plusieurs choses en même temps. Ça vous va? Donc 1. J'ai dit 1. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 1. 1. 2. Et 3. Vous pouvez vous applaudir. Maintenant, soyons sérieux. Parlons des freins en entreprise. Je vais vous proposer, si vous avez un ordinateur, un téléphone avec vous, de vous connecter à l'application Mentimeter. Ça va vous permettre de façon anonyme à pouvoir apporter votre réflexion sur ce sujet. J'espère avoir bien révisé ce sujet et que vous n'allez pas évoquer des sujets que je ne vais pas mentionner. On verra bien. Ou au pire, on s'appuiera sur l'intelligence collective, tout simplement, et on fera en sorte que cette conférence soit la plus riche possible. 2 moyens pour se connecter, soit vous scannez le QR code, soit vous allez sur menti.com sur votre navigateur, vous rentrez le code à 8 chiffres et vous arrivez sur un espace, pas besoin de mettre de surnom, et vous avez la possibilité sur ce petit beau symbole ici que vous avez au centre de votre téléphone, vous avez la possibilité de poser des questions pendant tout le temps de cette conférence. Ça va me permettre de tenir mon timing et de répondre aux questions. En tout cas, c'est l'objectif. Et bien, on se lance. Vous allez voir, il y aura différents temps, je pourrai voir vos questions, donc je ferai en sorte de les parcourir
toutes dans le temps imparti. Mais avant, première question. Selon vous, quels sont les freins à la créativité en entreprise? Est-ce que vous avez des exemples de difficultés que vous avez pu rencontrer lorsque vous avez voulu mobiliser la créativité dans votre entreprise ou dans votre organisation? Les habitudes, ma chef, j'espère qu'elle est là. Le cloisonnement, le jugement, la hiérarchie, la culture d'entreprise, le manque de temps, la posture d'expert, l'ego, les deadlines, le budget, les personnes qui disent qu'elles ne sont pas créatives, la faisabilité, les espaces, la culture de l'urgence, le temps, la hiérarchie. Est-ce que je vais avoir le temps de dire tout ça? Grand suspense. Peut-être le design system, c'est pour design systémique, mais peut-être que c'est juste pour design system aussi. On a déjà essayé la flemme, le manque de créativité, la perte de temps, la peur d'échouer, la peur de se faire virer, les ressources. Eh bien, vous avez l'air déjà très très bon. Je me demande même s'il y a un intérêt à ce que je puisse parler. Mais je crois que j'ai encore 15 minutes, donc je vais peut-être en profiter. Très bien. Bah, maintenant, on parle des problèmes. C'est souvent assez facile de parler des problèmes. Quels sont maintenant les leviers possibles pour lever ces freins? Est-ce que vous en connaissez, que vous souhaitez partager et qui peuvent être utiles lorsque vous êtes en entreprise? La déflemme. Ce serait peut-être un projet à mettre en œuvre bientôt. Créer de la confiance, le budget, se donner les règles du jeu, un regard neuf, la facilitation externe, la pédagogie, la culture du changement, rassurer, ne plus parler de créativité, tester et démontrer que ça fonctionne, donner confiance, l'argent, la communication, les ateliers participatifs, des exemples dans d'autres boîtes, sa propre volonté. Bah, c'est bien. On va voir du coup si on est assez aligné par rapport à ce que je vais vous partager dès maintenant. Alors vous l'avez vu, la structure de mon échange, enfin de ce que je vais vous partager est assez claire. On va parler freins culturels, freins organisationnels, freins humains. Je vais essayer d'être le plus concis et surtout de pouvoir répondre à vos questions. Alors parlons déjà du frein culturel. C'est souvent, je trouve, la notion de la culture entreprise n'est pas une notion qu'on arrive encore bien à comprendre. Derrière la notion de culture, il y a souvent la notion des valeurs, des normes, des rites, des croyances. C'est tous ces éléments intangibles qui influencent la façon dont une organisation fonctionne et va valoriser certains comportements. Voilà, il y a des entreprises où si vous criez clarinette en rentrant au travail, ça va être très bien perçu, dans d'autres, pas du tout. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste qu'il y a des codes qui finalement valorisent certaines pratiques. On parle notamment du management, mais dans d'autres cas, ça peut aussi très bien s'appliquer. Moi, j'aime bien donner des exemples. Moi, je vais vous donner des exemples de 3 entreprises que je connais, dont l'une où je travaille. J'espère que je n'ai pas un collègue autour de moi. Natran, donc anciennement ex-GRT Gaz. Donc là, où j'ai eu l'occasion de travailler avec eux pendant plusieurs mois, on retrouve plutôt une culture sécuritaire qui découle un peu de leur activité. Parce que GRT Gaz gère le transport de gaz sur une bonne partie de la France. Et donc il y a un peu cette notion où très souvent, tout est tourné autour du risque. En tout cas, on veut maîtriser son environnement, on veut éviter qu'il y ait un accident. Je me souviens quand je suis arrivé dans leur bureau, on en parlera dans l'organisation, il y a toujours cette affiche qui dit « X 1000 jours depuis le dernier accident ». Il y a vraiment une culture où ce qu'on cherche à faire, c'est de maîtriser son environnement et d'éviter qu'il y ait une surprise qui arrive et qu'on ne maîtrise pas. En ce moment, je travaille chez KPMG depuis quelques mois, et là, je retrouve plutôt une culture hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'avoir une grande entreprise avec beaucoup de ressources, et on veut s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Donc, on va valoriser certaines pratiques, certains comportements qui vont faire en sorte qu'on met tout le monde à la place qui lui est destinée, de façon à ce que ça fonctionne bien. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec une petite équipe au sein de Nexity, qui s'appelait La Cité, où là je retrouvais plutôt une culture clanique. C'est-à-dire qu'on avait des personnes qui se connaissaient depuis un certain temps, qui avaient tendance à bien s'amuser, à pas mal échanger, mais souvent aller tous dans la même direction. Et donc, lorsqu'il était question de proposer des idées et donc même des fois de ne pas avoir les mêmes avis, ça pouvait poser problème parce qu'on n'avait pas cette habitude de proposer des idées qui sortent du cadre ou qui finalement ne vont pas forcément faire consensus. Donc vous voyez, dans ces types de cultures, l'utilisation de la créativité peut être perçue comme un frein. On pourrait se dire, chez Natran, quand je vais parler créons des choses nouvelles, ça peut peut-être créer un blocage. Moi, je vais vous montrer que pas forcément. Alors on pourrait se dire, quand je dis tout ça, il y a peut-être des entreprises où il n'y a pas moyen de faire de la créativité. Voilà, faut laisser tomber, il n'y a pas moyen, il y a des entreprises qui sont trop coincées, il n'y a rien à faire. Moi je pense que c'est, vous vous en doutez, une fausse bonne action, une fausse bonne idée, j'ai envie de dire. Mais en tout cas,
si vous voulez changer la culture de votre entreprise, il y a souvent le constat où changer une culture, ça prend du temps, c'est difficile, c'est même parfois impossible. Souvent, la culture d'entreprise est liée à tellement d'aspects, que ce soit les personnes qui l'ont conçue, qui l'ont créée, qui l'ont pensée, qui ont défini les processus qui en ont suivi, de leur positionnement. Il y a trop de choses qui gravitent autour de simplement la culture d'une entreprise pour dire « je la fais changer » et puis je passe d'une entreprise… si on est dans les clichés un peu rigide, à une entreprise ultra ouverte, et puis tout va bien se passer, et on va être tous ultra créatifs. La bonne solution, en tout cas celle que je vous conseille, c'est celle de l'adaptation. La créativité, c'est une compétence. On a repris cet exemple ce matin d'un muscle, de quelque chose qu'il faut renforcer, d'une compétence, d'un talent qu'on renforce. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la créativité, elle se mobilise de plein des manières. Je crois que Julien l'a très bien évoqué, en parlant des fois on va créer des idées à travers la contrainte, des fois juste en prenant des détours. Il faut avoir en tête que la créativité, elle peut très bien être utilisée différemment selon les cultures d'organisation. Je vous donne 3 exemples rapidement. Si vous êtes une entreprise, vous aimez la compète. Voilà, tout se joue à qui a la meilleure prime, qui réussit mieux ce projet, etc. Vous pouvez très bien utiliser la créativité, mais vous allez utiliser cet esprit de compétition comme un levier. Voilà. Vous allez peut-être mettre 2-3 équipes en compétition, faire un hackathon, leur dire voilà, on a le même sujet, le premier qui arrive, qui a fini son projet, le présente à un jury et on va voir lequel est le meilleur. Ça va être un moyen d'utiliser la culture d'une entreprise pour arriver et mobiliser et stimuler cette créativité. Si vous trouvez une entreprise peut-être un peu trop cadrante pour vous, voilà, avec beaucoup trop de règles, peut-être beaucoup trop de processus, là, il faut voir derrière ça l'idée d'une entreprise qui a peur de voyager dans l'inconnu. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser la créativité tout en rassurant, tout en donnant un cadre. Et donc, comme ça avait été aussi bien dit ce matin, ça veut dire que lorsqu'on va mobiliser des phases de divergence, on ne va pas dire imaginer des idées, voilà. Non, on va donner un cadre, on va donner des critères, on va peut-être même jouer sur de la contrainte. Peut-être que ça va plus rassurer les personnes qui ont l'habitude de fonctionner dans un cadre avec des processus de manière très claire. Et quand on va faire de la convergence, on va s'appuyer sur des critères qui sont précis, objectifs, qu'on peut évaluer. On peut dire ça oui, ça on n'a pas, etc. Dernier exemple, si vous êtes dans une entreprise où le changement fait peur, parce que l'évolution, ça veut dire peut-être perdre quelque chose, ça veut peut-être dire se faire remplacer par un autre concurrent ou autre, vous pouvez très bien proposer ce que j'appelle la marque blanche, proposer à des collaborateurs de travailler pour une entreprise X, qui fait la même chose que leur entreprise, vous leur demandez de dire on va répondre à cette problématique pour cette entreprise X. Ça leur offre un pas de côté, ça leur permet de s'affranchir de certains biais liés à leur culture qui peuvent les influencer. Donc voilà quelques petits exemples. Est-ce que vous avez des questions? La deadline, c'était peut-être la réponse à une des questions avant. L'animation, les promotions. Je crois que c'était les réponses aux questions de comment lever ses freins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en rajouter sur le petit symbole. Et si ça vous va, je continue. Parlons maintenant des freins organisationnels. Alors on pourrait avoir tendance à dire culture, organisation, c'est la même chose, l'un découle de l'autre et vice-versa. Il y a quand même des aspects organisationnels qui influencent le fait d'être capable de stimuler la créativité en entreprise. Dans ce champ-là, j'aime bien parler de tout ce qui est lié au positionnement des ressources et des rôles dans une entreprise. Ça peut se résumer aux 3 points que vous voyez là, l'environnement de travail, les processus de travail et comment on distribue les rôles et les responsabilités dans une entreprise. Finalement, il y a certaines décisions par rapport à ces 3 points qui peuvent stimuler ou non la créativité ou faire en sorte que mettre en place une démarche de créativité, ça va être plus facile dans un contexte plutôt que dans un autre. Je vous donne là encore 3 exemples. J'ai eu l'occasion de travailler avec la CNAV il y a quelques années, entre 2 équipes qui, au quotidien, si on avait fait un peu de recherche utilisateur, on aurait vu qu'elles travaillent toujours ensemble, c'est-à-dire au quotidien, elles sont tout le temps ensemble, mais elles sont rattachées à 2 directions différentes. Donc lorsqu'il a été question de repenser leur mode de travail, finalement, on avait une directrice d'un côté, une directrice de l'autre. Heureusement qu'elles s'entendaient bien, mais finalement, le fait de se dire que dans le quotidien, ces 2 équipes travaillent ensemble, mais en même temps, elles sont rattachées dans 2 équipes différentes, ça aurait pu être un frein. Voilà, on aurait pu avoir les 2 directrices qui ne s'entendent pas, et finalement, questionner un nouveau mode de fonctionnement aurait été plus compliqué. Un autre exemple avec EDF, où j'ai eu l'occasion de travailler sur un sujet transverse qui est la montée en compétences dans les centrales nucléaires. Alors là, plus transverse que ça, j'ai envie de dire tu meurs.
puisque monter en compétence, ça veut dire des métiers qui sont dans les centrales et donc qui connaissent des processus très compliqués. Ça veut dire DSI parce qu'il faut diffuser ces programmes de montée en compétences dans les différents centrales nucléaires. Ça veut dire RH parce qu'il faut prévoir les temps pour pouvoir monter en compétences, etc., etc. Ça a été un gros sujet. On a vu au moins 4-5 directions. Je ne pourrais même pas tous vous les expliquer, enfin expliquer leur rôle. Mais en tout cas, on a une vraie crainte à pouvoir repenser ce sujet avec autant de directions qui ont des budgets différents, des organisations différentes, des feuilles de route différentes. Finalement, on a réussi quand même à atterrir sur quelque chose, mais on se rend vite compte que lorsqu'on adresse des sujets transverses, des fois, l'organisation peut être un frein. Dernier point, en ce moment, je travaille avec la direction des routes d'Île-de-France. Et là, petite spécificité, à travers des arrêtés, c'est uniquement le directeur de la DIRIF qui peut prendre des décisions, que ce soit un collaborateur veut prendre du télétravail ou autre, que ce soit est-ce qu'on a le droit de réserver telle salle, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on est dans un fonctionnement où on a l'habitude d'avoir une seule personne qui prend des décisions. Et donc lorsqu'il a été question avec eux de re-questionner leur projet de service et de dire on va proposer aux encadrants de proposer des solutions d'amélioration de leur entreprise, et ben, très vite, il y a eu la question, mais en quoi moi je suis légitime à proposer des idées alors qu'en général, je n'ai le droit de rien décider. Là aussi, on voit à quel point la répartition des rôles et des responsabilités, elle peut être un frein lorsqu'on veut mobiliser la créativité et repenser son organisation, comme c'était le cas avec la DIRIF. Donc on pourrait se dire, bon, on a une organisation qui bloque un peu, on va demander au directeur, à un grand chef, on va dire, bon allez, maintenant, on va être créatif. Voilà, c'est le thème de l'année, c'est la saison de l'entreprise, c'est le virage qu'il y a à prendre, il faut être créatif. Bon, vous vous en doutez, ça ne fonctionne pas, parce que l'organisation, c'est ce qui touche au quotidien de chaque individu. Donc c'est ce qu'on voit au quotidien. Et donc si tout ce qu'on voit autour de nous est un frein à la créativité, on aura beau avoir les plus grandes personnes dans la hiérarchie qui vont s'exprimer, ça ne changera rien. Donc il faut des actes concrets. Et quand on parle d'actes concrets, moi je donne un peu ces exemples-là, ça veut dire de créer des temps, des moments, des espaces qui vont permettre de stimuler la créativité. Ça va aussi consister à favoriser la transversalité entre des équipes qui ont un intérêt à travailler ensemble. Pas forcément se dire on se voit pour se voir, mais se dire il y a ces deux équipes qui sont dans des organigrammes totalement espacés, mais au quotidien elles travaillent ensemble, il faut qu'elles se voient, il faut qu'elles discutent, il faut créer les conditions pour qu'elles puissent réfléchir à des sujets ensemble. Ou bien, dernier exemple, vous pouvez aussi diffuser la prise de décision dans une organisation. Alors ça dépend de la nature de l'organisation, bien évidemment, mais vous pouvez faire en sorte que lorsqu'on demande l'avis à un collaborateur, ça n'arrive pas une fois tous les 4 ans. Si vous prenez l'habitude de le solliciter de près ou de loin, lorsque vous allez lui demander « on réfléchit à un sujet, on a besoin de tes idées », forcément, ça va créer un climat plus favorable à ce qu'il puisse mobiliser sa créativité. Donc, vous voyez 3 petits exemples pour qu'il y ait une action concrète, que les collaborateurs ils voient vraiment qu'il y a un changement de paradigme, pardonnez-moi, et qu'on crée les conditions pour stimuler la créativité au travers de l'organisation. Je regarde s'il y a des questions complémentaires. Pourquoi est-il nécessaire d'inclure la créativité au sein de l'entreprise, même quand cela ne semble pas nécessaire, voire à éviter? Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt à mobiliser la créativité. Aujourd'hui, on parle innovation, innovation, innovation à tout bout de champ. Je pense que des fois, si on regardait tout ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, on se dirait « Ah, en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'aller plus loin ». Je pourrais vous parler, si je ne suis pas trop lent, d'un exemple assez concret, je trouve, qui donne un peu des billes là-dessus. Mais je vois que je suis un peu à la bourre. Est-ce qu'un laboratoire d'innovation interne libère la créativité ou la cloisonne à un service ou à une direction? Alors là, c'est souvent lié, en effet, à un aspect culturel. Est-ce qu'on voit un lab dino comme une ressource, on se sert, on part, on revient? Ou est-ce qu'au contraire, on veut mettre ce laboratoire dino au centre? Ça dépend de la culture de l'organisation. Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut juste que ça convienne aux besoins des différentes équipes qui sollicitent ce lab dino. Et je réponds à la dernière question après avoir parlé du dernier point. Promis, je ne l'oublie pas. On va parler des freins humains rapidement. Donc, on a beau des fois créer les bonnes conditions pour mobiliser des collaborateurs, malgré tout, des fois, ça bloque.
Voilà, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas envie de participer à ces démarches-là, pour deux raisons. Ça peut être parce qu'en ce moment, ils ne se sentent pas en condition de le faire, ils ne sont pas en condition de mobiliser leur créativité, ou bien des fois parce qu'il y a des raisons plus profondes qui expliquent le fait qu'ils ne vont pas vouloir le faire. Donc, là aussi, je l'ai résumé, pardonnez-moi si c'est peut-être trop simpliste, mais ça peut des fois être lié à comment un collaborateur perçoit son entreprise. Est-ce que l'entreprise va faire quelque chose de ce que je vais lui partager? Est-ce que je me sens légitime à pouvoir apporter quelque chose à ce sujet? Ça va des fois être lié à sa propre créativité. Est-ce que moi, j'ai vraiment des idées? Est-ce que mes idées sont vraiment intéressantes? Est-ce que je sers vraiment à quelque chose, à proposer des idées? Je suis là depuis 40 ans, ma vision n'est peut-être pas pertinente. Ou bien des fois, le regard des autres. Ah, mais si je dis ça et que les autres, ils ne sont pas d'accord, ça va être la honte. Peut-être que mon chef, il va pas être d'accord avec moi et ça va m'être reproché. Donc, d'autres éléments qui peuvent jouer sur cette disposition à mobiliser la créativité. Alors là aussi, on pourrait se dire, bon, bah, on va forcer la main. Voilà, on va dire, il y a un grand événement, venez tous, c'est obligatoire. On va tous ensemble générer des idées. Voilà, vous allez être génial, vous allez tous y aller et tout le monde sera extrêmement content. Il faut comprendre que pour des personnes où il y a un vrai blocage, ça peut avoir l'effet complètement inverse. Donc moi, j'ai tendance à faire assez attention à ces démarches-là où on veut rendre obligatoire le fait de mobiliser sa créativité, alors que des fois, on nous remonte des freins et des difficultés pour certains à le faire. Donc moi, ce que je prône souvent, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire, on emmène ceux qui sont motivés. Voilà. Ceux qui sont prêts à se lancer, ceux qui sont prêts à mobiliser leur créativité, on les embarque. On les embarque et on essaye d'atteindre de l'action des résultats rapides. C'est-à-dire, on les embarque, on leur donne la main, on cadre cette démarche de créativité et dès qu'on a des premiers résultats, on en parle pour qu'on puisse montrer qu'entre la parole et l'exécution, il y a un temps qui est relativement court. Et ensuite, on laisse la porte ouverte à celles et ceux qui, pour des raisons X et Y, avaient des appréhensions au début et souhaiteraient rejoindre la démarche. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur ce sujet, sur les freins humains. Je regarde s'il y a d'autres questions et après, je conclurai rapidement. Comment s'y prendre pour introduire des séquences de créa en interne en tant que non-décideur? Comment identifier des usages pertinents de la créativité comme premier cas d'usage? Alors comme j'ai dit, je pense que la créativité se mobilise de différentes manières. J'ai l'impression de ce qu'on a dit ce matin, ça donne déjà des conseils. Il y a des méthodes de créativité qui aident aussi à s'approprier l'usage de ces pratiques-là. Donc je pense qu'il faut simplement regarder ce qui existe et voir ce qui correspond aux besoins. Et pour la deuxième question, je vais passer à la conclusion et j'essaierai d'y répondre de manière un peu plus posée. La bombe va bientôt exploser, il faut que je me dépêche. Si je devais du coup résumer ce que je vous ai dit là, pour pouvoir stimuler, mobiliser la créativité dans une entreprise, il faut premièrement apprendre à bien connaître son entreprise, savoir comment elle fonctionne, quelle est sa culture organisationnelle pour pouvoir utiliser la créativité de la bonne des façons et donc finalement répondre à votre objectif. On a parlé des freins organisationnels. Ce qui va être important, ça va être de créer les conditions et donc de pouvoir rapidement insérer des phases de créativité dans le quotidien pour faire en sorte que ce ne soit pas juste un mot qu'on a annoncé à un moment mais qui perdure et qui s'intègre dans le quotidien des collaborateurs. Et puis dernièrement, démarrer et se lancer des démarches avec ceux qui sont motivés et communiquer et garder la main tendue pour celles et ceux qui voudraient rejoindre l'aventure après coup. Alors, je vous remercie dans un premier temps et je vais finir par répondre à la dernière question. Comme ça, je serai bon. Donc, comment s'y prendre pour introduire des séances de créa en interne en tant que non-décideur? Je pense qu'il faut proposer. Il faut proposer des exercices en comprenant bien, comme ça avait été dit ce matin, l'objectif. Dire, on est dans le cadre d'une démarche et on cherche à atteindre tel objectif. C'est le pourquoi. Pour pouvoir y répondre, je propose de le faire de telle ou telle façon. Je pense déjà qu'il faut déjà venir avec cet argumentaire-là et pas simplement dire « j'ai vu un truc génial, ce serait trop bien de l'essayer ». Il faut vraiment le raccrocher aux besoins et faire en sorte que, de proposer, voilà, d'être force de proposition. Des fois, peut-être que ça ne passera pas, peut-être que des fois, vous aurez la latitude pour mettre en place des choses. Et si ça fonctionne bien, en général, tout le monde en parlera en bien. Et donc, ce sera peut-être quelque chose qui fera changer d'avis celles et ceux qui, au début, ont peut-être dit non pour mettre en place ces démarches-là. Je vous remercie.